flyers ou pas? Je t'en avais laissé Ah pour merde! les. Ah merde, j'ai oublié Merde, de les j'aurais dû. prendre. Mince, ok. Bon, bah, c'est pas grave. Bonjour, je refais une annonce parce que la dernière fois j'avais fait une annonce pour parler de la prochaine conférence du docteur Vallée à l'assaut 1BPP, mais il manquait les étudiants qui étaient en vacances, ou en pause pédagogique, pardon, qui ne sont pas des vacances. Et du coup, c'est pour vous dire, donc si ça vous intéresse, le vendredi 31 mai à 20h30, à la salle du Crapi, c'est situé à la moitié de la tranchée. Et c'est au 16 rue de la Pierre. Et ben, du coup, on invite le docteur Vallée pour venir parler du complexe d'Édipe chez Lacan. Et en gros, c'est des conférences, il y a t'as 1 heure de présentation, Oui. et après, il reste une demi-heure, 3/4 d'heure d'échange avec les gens dans le public. Et en gros, l'idée, c'est de présenter de manière un peu accessible le complexe de Lacan, le complexe d'Édipe chez Lacan. On va y arriver. Voilà, Voilà, en exactement. gros. Je vous redis hein, les infos si vous voulez. Donc, c'est le vendredi 31 mai, c'est à 20h30. Et oui, j'oublie le principal, l'entrée, c'est 5 € quand même, en tant que trésorier de l'asso. Donc voilà. Et si ça vous intéresse, après aussi, le fait de venir, on pourra vous donner, comment dire ça, vous pourrez donner votre mail et vous serez après dans le listing de la BPP pour avoir accès aux autres conférences. En gros, il y a un mois et demi, on avait invité Mathieu Bellassène, qui est un psychiatre et qui venait parler de son dernier livre qui était Abolir la contention. Donc voilà, il y a des invités comme ça tout au long de l'année. Voilà, Merci Simon. de rien. Et ça, on peut le remettre dans la salle, je vais le Ok. redonner. Merci. Oui, comme je l'avais dit la dernière fois, je présenterai le complexe d'Édipe dans l'association dont Simon Boudard est le secrétaire. Et voilà, je le présenterai avec le regard lacanien, mais aussi avec des références à Freud, puisque l'important dans ce que je dis, enfin l'important, oui, ce que je pense important dans ce que je pourrais dire, c'est que l'approche n'est pas la même chez Freud et chez Lacan. Même s'il y a des choses qui peuvent se ressembler, bien sûr, il y a des origines identiques, mais il y a ensuite des divergences, des dérivations de Lacan par rapport à la thèse primitive triangulaire freudienne. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour aujourd'hui, nous faisons notre dernier chapitre. Alors oui, je vous précise que je vous donnerai les attestations de formation permanente à la fin. Hein. Et donc il y a pour 2023-2024, c'est-à-dire cette session, il y a 15 heures de formation permanente, puisqu'il y a eu 10 séances de 1 h 30. Donc ceux qui le souhaitent auront une attestation, et si ça leur est utile, bien sûr. Et vous n'aurez plus qu'à mettre votre nom dessus. Elles sont remplies complètement. Il n'y a plus qu'à rajouter le nom. Voilà, je vous donnerai ça à la fin. Et j'en ai quelques-unes, pas beaucoup, j'en ai 6 attestations seulement pour 2022-2023. Si des gens avaient assisté à 2022-2023, il y a une personne qui me l'avait demandé la dernière fois. Donc je pourrais fournir une 2022-2023 aussi, où il y avait eu 8 séances. 8 séances seulement. Mais ça, j'en ai que 6. Voilà. Donc aujourd'hui, pour cette dernière séance, nous faisons le chapitre 12, qui s'appelle la question hystérique. Alors ce chapitre, il se subdivise, comme me l'avait fait remarquer le docteur Val qui est ici, en deux sous-chapitres. Donc je ne ferai que le premier, parce que je n'ai pas le temps de faire les deux, c'est pas possible. Hein. Le premier est déjà extrêmement dense, donc je peux pas parcourir les deux comme ça en cavalcade, que ce soit mal fait. Donc j'ai renoncé à la deuxième partie pour cette année. Alors, qu'est-ce qu'il dit tout de suite? Il dit notre schéma est différent de celui de la psychologie classique concernant la psychose. Et il amène tout de suite un schéma qui est très connu de Lacan, qui s'appelle le schéma grand L. C'est un schéma très très célèbre, on voit partout sur Internet. Le schéma L, L majuscule, de Lacan. Et ce schéma, je vais vous l'expliquer, il n'est pas si compliqué que ça à comprendre. Il y en a des bien plus compliqués chez Lacan, des schémas. Mais celui-là, il est accessible. Vous avez ici le sujet. Alors évidemment, déjà là, il y a un peu de complexité parce que est-ce que c'est le sujet véritablement conscient et qu'est-ce que c'est qu'un sujet conscient? Qu'est-ce que c'est qu'un sujet dans la réalité? Ou est-ce que c'est le sujet de l'inconscient?
etc. Bon, pour Lacan, c'est plus quand même ici le sujet de l'inconscient. Davantage, mais pas seulement. Et en face de lui, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a l'autre. L'autre de l'altérité, je vais marquer ça, altérité, et il l'appelle A'. Sur le schéma, vous verrez SA'. SA'. Et en face de l'autre ici, vous avez un autre A, c'est le A tout court, c'est plus A', là c'est le A, et ça c'est le moi. Je vais vous expliquer après. Et sur le schéma, vous avez l'autre dont je vous ai parlé souvent, c'est-à-dire l'ensemble des symboles, toute la symbolique, tout le symbolique, ensemble infini, je vais marquer le symbolique, hein, les symboles, tous les symboles au pluriel. Voilà, l'autre est là. Et donc ça, évidemment, comme on n'y a pas accès dans son entier, qu'on n'y a accès que partiellement, eh bien nécessairement, une grande partie de l'autre est inconsciente. Hein. Donc l'inconscient est très présent ici, du côté du symbolique lacanien, puisque nous n'y avons pas accès, ou très très partiellement. Le reste dans l'ombre de l'inconscient, dans les dessous. Et cet autre-là, eh bien, il parle quand même, si on peut dire, il parle. Il parle au sujet. On est tous notre inconscient nous parle à nous. Hein. Quand vous faites un rêve la nuit, c'est votre inconscient qui vous parle. Quand vous faites un lapsus, c'est votre inconscient qui vous parle. Et même quand vous avez des symptômes, on peut dire que d'une certaine façon, c'est le symptôme qui vient dire des choses pour vous, de votre inconscient, que vous n'arrivez pas à dire. Hein. Donc, alors, le problème, c'est que si vous voulez, ici, ça c'est l'axe imaginaire. Entre A' et A, c'est l'axe imaginaire. Et cet axe imaginaire, il fait un peu obstacle à l'inconscient se dirigeant vers le sujet, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça que Lacan mettait des pointillés ici. Parce que ça passe quand même, ça perfore, comme dit Lacan. Il y a une perforation possible ici, mais elle n'est pas permanente et puis elle est partielle. Elle est partielle. Et ça, c'est l'axe inconscient. Cet axe-là, c'est l'axe inconscient, ça, c'est l'axe imaginaire. Voilà, c'est ça le schéma grand L hein, de Lacan. Donc, qu'est-ce que c'est que l'altérité ici, là, cette première droite-là? Cette première droite-là, ben, ce n'est pas autre chose que le stade du miroir, dans le fond. Ce n'est pas autre chose que le stade du miroir, ce premier axe-là, puisque le sujet se construit dans l'image de l'autre. Vous n'avez pas le choix. Hein. Je l'ai déjà répété 1000 fois ici. Nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de nous élaborer dans l'image que nous nous faisons de l'autre. Parce qu'on ne peut pas s'élaborer en regardant les chaises ou les murs. C'est pas ça qui va nous... Hein, on deviendrait autiste hein, par la force des choses. Donc, on élabore en parlant avec l'autre, en le regardant, en parlant, etc. Le contact visuel, le contact oral, etc., le toucher, fait qu'il y a une altérité et qu'on se construit comme ça, pas à pas. L'enfant se construit pas à pas dans l'image de l'autre. Et c'est ça le stade du miroir. Hein. Je ne vais pas le développer ici, je l'ai déjà fait, mais... Donc, si vous voulez, ça correspond à ça. L'axe imaginaire, eh bien, si vous voulez, c'est que on se construit un moi à partir de l'autre. Donc, le moi que l'on se construit à partir de l'autre ici, il est indécis. Il est indécis, il est imprécis. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps une espèce d'oscillation entre votre moi et l'autre. Vous ne savez jamais trop où vous êtes. Est-ce que vous êtes vraiment dans l'autre, par identification, par amour de l'autre? Vous êtes pris par lui complètement, ou est-ce que vous arrivez à vous en détacher complètement et que vous seriez totalement autonome du côté de votre moi? En fait, ni l'un ni l'autre, si je puis dire, ni l'un ni l'autre. Ce qui fait que nous avons une position qui oscille entre A et A'. L'axe imaginaire est une espèce d'oscillation entre l'autre et le moi, ici.
Le moi qui est une espèce de synthèse du sujet, quoi. Hein. Synthèse du sujet, et que la psychothérapie d'inspiration anglo-saxonne a appelé l'ego. L'ego. L'ego, dans la psychothérapie anglo-saxonne, c'est un moi constitué, synthétique, complet. Ce que Lacan réfute. Pour lui, ça n'est pas possible. D'ailleurs, il en parle dans ce chapitre-là. Il dit l'école anglo-saxonne a donné à l'ego une dimension démesurée. C'est ce qu'il dit. Hein. L'école anglo-saxonne a donné à l'ego une dimension démesurée, en faisant un moi établi, un moi embourgeoisé dont on serait sûr. Si vous voulez, on peut dire pour le moi, en quelque sorte, en étant un peu trivial, que le moi, c'est notre personnalité un peu, quoi. Hein, voilà. C'est pas forcément très futé de dire ça comme ça, mais enfin, c'est pas faux non plus. C'est un peu notre personnalité, c'est la manière dont on se perçoit nous-mêmes, la manière, l'idée que l'on se fait de comment on se présente aux autres, si vous voulez, comment les autres, l'idée que les autres se font de nous un petit peu, quoi. Hein. C'est un petit peu ça, ce moi de synthèse. Et pour les anglo-saxons, enfin, pour une certaine école anglo-saxonne, il n'y a pas de problème, c'est constitué, c'est solide. Pour Lacan, c'est pas stable du tout. C'est pas stable du tout. Parce que nous sommes sans cesse en train de naviguer entre ça et ça. Et d'autre part, il y a la perforation de l'inconscient qui vient nous titiller ici au niveau du sujet, quoi. Donc vous voyez que ce schéma-là, en fait, on pose comme ça le sujet là, l'autre ici, le moi ici et le grand autre ici, mais c'est pas stable tout ça. C'est un schéma éminemment instable, mobile. C'est un mobile de Calder, de toute façon, quoi, si vous voulez. Ça bouge tout le temps, quoi. Hein. Ça bouge tout le temps. Il n'y a pas de pôle comme ça. C'est pas comme en mathématiques, à tel point qu'il ne bouge pas, etc. Non, pas du tout. Hein. C'est extrêmement versatile, mobile, changeant, et ça n'a rien d'immuable. Et donc, c'est pour ça que Lacan n'allait pas du côté de l'ego anglo-saxon. Ça ne lui convenait pas. Ça ne lui convenait pas. D'ailleurs, son propre psychanalyste, à lui, Lacan, parce qu'il a été psychanalysé, Lacan, quelques années, 3 ans, je crois, par Loewenstein, un anglo-saxon, justement, et qui est parti aux États-Unis et qui, lui, a plongé complètement dans l'ego-psychologie. Donc, Lacan et Loewenstein ne s'entendaient plus du tout dans les temps qui ont suivi sa psychanalyse avec Loewenstein. Donc voilà ce schéma, vous voyez, il est très très connu et il n'est pas si complexe que ça, hein, dans le fond. Hein. Quand on faut pas s'amuser à le détailler trop, parce que quelquefois on le trouve dans des bouquins ou sur Internet de manière ultra détaillée, c'est pas la peine, ça sert à rien, parce que comme ça c'est largement suffisant, hein, il n'y a pas besoin de le tarabiscoter davantage et de lui accrocher comme un sapin de Noël tout un tas de boules et puis de rubans dorés, quoi, c'est pas la peine. Hein. Donc il dit, ah oui c'est ça. Alors de là à là, si vous voulez, de A du grand A ici, ah celui-là il est naze, du grand A à S, Lacan il appelle ça le mur du langage, le mur du langage. C'est un mur dans la mesure, effectivement, où le langage, nous ne le maîtrisons pas complètement, c'est-à-dire que nous ne détenons pas tout le dictionnaire. Vous ne pouvez pas prétendre avoir en vous tous les symboles, le dictionnaire dans son entier. Le dictionnaire au sens un peu métaphysique, un peu large, si vous voulez, même conceptuel, quoi. Hein. Par le Larousse, hein, même bien au-delà du Larousse, une espèce de dictionnaire universel qui contiendrait tous les symboles possibles et imaginables. Et imaginable seulement, hein, parce que pas concret d'une certaine façon, eh bien nous ne le détenons pas. Donc ici, eh bien il y a une difficulté qui fait que, eh bien ça constitue un peu un mur, ce langage-là, pour l'axe imaginaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'axe dans lequel nous naviguons entre un moi fragile, mal défini, au contour indéfini, et l'autre de l'altérité. Et en fait, ces deux axes-là s'entrechoquent et se contrarient, sont contrariants l'un à l'autre, C'est ce que dit Lacan. Hein.
Mais ça passe quand même, ça passe quand même. Hein. Alors justement, dans la psychanalyse, le propos, c'est que le sujet, c'est que l'analyste puisse être ici, puisse prétendre être ici, en position d'autre. Mais Lacan dit ceci, il dit, le psychanalyste ne peut pas vraiment être en position d'autre. Il peut être supposé en position d'autre, mais il ne l'est pas vraiment parce que simplement il est un homme. Donc s'il est un homme, il ne peut pas être l'autre. Parce qu'il ne peut pas prétendre détenir le dictionnaire universel, sans limite. Donc, mais le psychanalyste, Lacan disait, c'est le sujet supposé savoir. Supposé seulement, hein. Supposé savoir. C'est pas le sujet qui sait, c'est le sujet supposé savoir. C'est ce que Lacan insistait beaucoup là-dessus. Hein. Et de ce fait, il peut être supposé par le patient être en position d'autre, c'est-à-dire d'avoir le savoir, un savoir complet, mais en vérité, il ne l'est pas. Donc c'est une prestance, si vous voulez, que le patient peut prêter, peut accorder à son thérapeute, sans que celui-ci soit vraiment cela. Voilà. C'est la règle, hein, c'est comme ça. Donc voilà pour ce schéma. Là, comme ça, je vais aborder simplement le mur du langage. L'autre, c'est l'axe imaginaire, je vous l'ai dit. Donc il y a des systèmes de dérivation, mais on va en parler, on vient d'en parler. Hein. Les dérivations, c'est toute la circulation éternelle, infinie que je viens de vous évoquer. Et il dit Lacan, le sujet oscille entre deux fictions de son moi. Le sujet oscille entre deux fictions de son moi, entre A' et A. Il y a des moments où il croit être lui. Hein, vous vous rappelez de la phrase de Lacan, hein, qui moi me fait toujours marrer, je vous l'ai dit ici 100 fois. Il disait, nous faisons une grosse erreur, nous croyons que nous sommes nous. Hein. Nous croyons que nous sommes nous. Il dit, c'est une grosse erreur de croire que nous sommes nous. Et donc, quand on est vraiment ici, en moi, là, du côté du moi, si on est vraiment du côté du moi, du côté de l'ego, eh bien là, nous croyons que nous sommes nous en sommes persuadés. Il dit, ça c'est une erreur parce que ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Et donc, on oscille, voilà, il y a une oscillation, c'est ce qu'il dit, hein, le sujet oscille entre deux fictions du moi. C'est une fiction de croire que nous sommes nous, et c'est une fiction de croire qu'on peut s'identifier complètement à l'autre aussi. C'est tout autant une fiction. Les deux pôles, A' et A, sont fictionnels, sont virtuels d'une certaine façon, et on va de l'un à l'autre dans un manège incessant jusqu'à la fin de notre vie, hein, bien sûr. Mais c'est normal, il n'y a aucune pathologie là-dedans. Alors, il dit Lacan, ça c'est un petit peu plus subtil, en A', c'est-à-dire du côté de l'autre, le sujet est naturellement morcelé. Oui, parce que le sujet ne peut pas s'identifier totalement à l'autre de l'altérité. Il ne le peut pas. Donc, il n'est que des morceaux d'autres. Hein, si vous voulez, là, je suis un peu, j'ai un langage de charcutier boucher, mais pourquoi pas. Hein. C'est de l'équarrissage, quoi, si vous voulez, un peu l'équarrissage conceptuel et identificatoire. Quand l'on regarde l'autre, eh bien, on prend des parts, des morceaux de l'autre pour se faire soi. On se construit comme de la glaise, si vous voulez, en prenant des morceaux de l'autre et on s'édifie, on se structure. Mais bien entendu, on est morcelé au sens où on n'arrive jamais à attraper l'autre en entier, et heureusement d'ailleurs, parce que si on s'identifiait totalement à l'autre, on serait dilué dans l'autre et on ne serait plus nous, du tout. Parce que le fait que nous croyons que nous sommes nous, c'est peut-être une erreur, mais ne pas être du tout nous, c'est une erreur aussi. C'est un problème aussi, hein, qui peut arriver éventuellement dans certaines psychoses, hein, où les sujets sont carrément, les psychoses très graves, où les sujets sont carrément dépossédés d'eux-mêmes, d'une certaine façon, et ils sont parlés par leur délire. Ils sont jacassés, comme dit Lacan, par leur délire, un discours parallèle à eux-mêmes, et eux, ils sont un peu vides, un peu vidés, hein, de leur propre substance. Alors, en A', le sujet est naturellement morcelé, c'est ce que je viens de vous dire. En A, il se connaît et se méconnaît à la fois. Ben oui, c'est ce que je vous ai dit aussi. Hein. En A, il se connaît et se méconnaît à la fois. Il est deux. C'est normal. Même dans certains moments de la journée, on peut être très sûr de soi, on peut être dans notre moi bien installé, confortable, pas angoissé, serein, etc. Puis à d'autres moments, on est inquiet, on est un petit peu
un peu même déréalisé parfois, voilà, pas bien, eh bien voilà, c'est l'instabilité qui est possible du côté de l'ego, du côté du moi. Ça peut arriver aussi. Donc, il dit Lacan, alors en A, le sujet donc se connaît et se méconnaît, il ne sait ni à qui il parle, ni qui parle en lui. Oui, parce qu'il ne connaît jamais vraiment l'autre complètement. Et puis, qu'est-ce qui parle en lui? Il ne le sait pas vraiment totalement non plus, puisqu'il y a une grande part d'inconscient en lui. Il y a du conscient et de l'inconscient. Donc, du fait qu'il y ait de l'inconscient, il ne peut pas savoir exactement qui parle en lui. Nous ne savons pas exactement qui parle en nous. Et voilà. Nous n'avons pas la maîtrise totale de notre langage. Voilà, c'est ça. Alors, il dit Lacan, ça je vous le lis parce qu'il dit ça textuellement dans le chapitre, hein, page 256 dans l'édition Poche. Il dit le sujet, quand un sujet, il parle d'un sujet en thérapie, hein, un sujet qui est en thérapie, psychanalyse ou autre, hein, il dit le sujet commence par parler de lui. Oui, c'est ça. En premier, le sujet commence par parler de lui, voilà. Mais il ne vous parle pas à vous. Voilà. Il parle de lui sans vous parler. C'est ce que Lacan attrape comme première étape de la thérapie, si vous voulez. Dit, dans la première étape de la thérapie, le sujet vous parle, mais il parle de lui et il ne vous parle pas vraiment. Il ne vous parle pas vraiment. Dans la deuxième étape, ensuite, il parle à vous, mais il ne parle pas de lui. Dans la deuxième étape, il vous parle, mais il ne parle pas de lui. C'est-à-dire qu'il ne se confie pas encore. Il ne dit pas des choses profondes de lui. Ça ne vient pas encore. Et enfin, dans la troisième étape, quand il aura parlé de lui, nous serons arrivés à la fin de l'analyse. Voilà. Il dit ça textuellement, hein, là, quand j'ai pas transformé les phrases. Hein. Et il dit ça dans le chapitre. Hein. Quand il aura parlé de lui, nous serons arrivés à la fin de l'analyse, à partir de ces trois étapes-là. Hein. Il vous parle, non, il parle de lui d'abord, il vous parle, puis il parle de lui enfin. Voilà, c'est ça les trois étapes. Alors, il dit ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, l'analyste est quelque part en A, le thérapeute est quelque part ici, est supposé être quelque part ici. Il faut bien que le thérapeute se mette dans une position de quelqu'un qui est supposé savoir. Si vous vous dites que votre thérapeute est un imbécile et qu'il ne sait strictement rien, vous n'allez pas avoir une grande confiance, hein, et qu'il ne peut pas vous comprendre, qu'il ne peut rien entendre de vous. Vous allez être méfiant, défiant, et vous n'allez pas déposer en lui votre confiance, hein, et votre transfert, comme on dit en psychanalyse. Vous n'allez pas transférer. Alors, il rajoute ceci, s'il n'est pas analysé, c'est-à-dire si le psychanalyste n'a pas fait lui-même un travail sur lui-même, il parle de A'. Voilà. Ça, c'est important. Il parle de A'. Voilà, c'est ce que dit Lacan. Si l'analyste n'a pas fait un travail sur lui-même, s'il ne se connaît pas suffisamment lui-même, il ne peut pas parler d'ici, il va simplement parler de là, de ce qu'il pense être dans l'image de l'autre. Et donc, la psychanalyse va être uniquement, ou la psychothérapie va être uniquement dans cet axe-là imaginaire. Et du coup, ça ne va pas avancer. Ça va être ce que moi j'appelle une discussion de salon de thé, si vous voulez, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on va parler de la pluie et du beau temps pendant des séances et des séances et des séances, et ça n'avancera à rien. Mais c'est fréquent, hein. C'est fréquent malheureusement, hein, qu'il y ait beaucoup de thérapeutes pas suffisamment formés ou jeunes qui débutent, etc., et qui donc parlent à partir de A', et qui donc restent dans le factuel, quoi, hein, dans l'événementiel. Et du coup, il n'y a aucune espèce de profondeur, aucun approfondissement, et les thérapies n'avancent pas. Moi, j'ai vu des thérapeutes comme ça, avec des enfants, dans le service où je travaillais, où ça arrivait que ça n'avance pas du tout, que c'était pendant des années, parce que c'était des discussions sur la pluie et le beau temps, quoi, hein, et que donc la parole vraie du sujet n'advenait pas. Ce que Lacan appelle la parole pleine du sujet sur lui, qu'il parle de lui, ça n'arrivait pas, parce qu'on restait cantonné dans une discussion de bistrot, quoi, hein, agréable certes, hein, qui n'était pas sans effet, je dirais, hein, qui n'était pas nul, non,
mais qui n'est pas quand même, qui n'avait pas une visée thérapeutique bien établie. C'est pour ça que Lacan, quand on lui demandait, la question lui a été posée souvent, on lui demandait qu'est-ce que c'est que la morale de la psychanalyse, qu'est-ce que c'est que l'éthique de la psychanalyse. C'est une question qui lui a été posée souvent. Et il répondait tout simplement, c'était très simple ce qu'il répondait, il disait l'éthique de la psychanalyse, la morale de la psychanalyse, c'est la technique du psychanalyste. C'est la technique du psychanalyste. C'était sa réponse. Ce qui voulait dire, s'il n'y a pas de technique, on navigue à vue et on n'arrive nulle part. Il faut de la technique. Il faut pouvoir élaborer à partir d'un certain savoir que l'on maîtrise et savoir vers quoi on navigue. Moi, je prétends pas tout savoir, loin de là. Il y a beaucoup plus de choses que je ne sais pas que de choses que je sais, mais quand je vois des enfants, j'essaye de me faire un espèce de projet quand même thérapeutique à partir du trouble que l'enfant propose. J'essaye de voir vers quoi je vais pouvoir naviguer. Si je vois par exemple qu'il y a, parce qu'on va parler de l'Édipe bientôt, ben, si je vois qu'il y a un problème de rivalité très grand avec une fratrie, un frère, une sœur plus petit éventuellement, ben, je travaille ça sur la base du complexe édipien. Voilà. Et donc je sais à peu près où je vais. Hein. Et je sais ce que j'ai à dire à l'enfant sur ce terrain-là, sur le terrain de la rivalité édipienne, de la haine édipienne, de l'amour édipien aussi, et voilà, et ça me donne, si vous voulez, une technique qui me permet d'être psychothérapeute à ce moment-là. Bon, c'est pas toujours simple, hein, je vous le dirai franchement, mais il vaut mieux quand même avoir un projet thérapeutique, une technique, pour pouvoir arriver à quelque chose, avoir une espèce de cible quand même, quoi. Hein. Sinon, je vous dis, ça se réduit à une sorte de bavardage mondain qui n'est pas inintéressant, qui n'est pas inexistant, c'est un lien quand même, c'est un lien, hein, mais qui n'est pas suffisant pour être résolutif, hein, pour aboutir à quelque chose de résolutif qui aide vraiment l'enfant ou l'adulte. Il ne s'agit pas que d'enfant, bien entendu. Alors ça, il dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'analyste n'est jamais complètement analyste pour la simple raison qu'il est homme. Et il n'est pas l'autre. Il n'est pas l'autre avec un A majuscule. Alors, il dit une chose qu'on a déjà dit souvent. Dans la psychose, il y a exclusion de l'autre. Oui, chez les sujets psychotiques, eh ben, l'autre ici, il est exclu. Ah, j'ai encore pris ce truc qui ne marche pas. Il est exclu. Il est exclu. C'est-à-dire, d'une certaine façon, si vous voulez, pour être un peu simpliste, le psychotique n'a plus accès au dictionnaire. Et donc, ces références symboliques sont complètement éclatées. Hein. Il y a une espèce d'explosion, ce que je vous ai dit la dernière fois, lors de la séance précédente, il y a une explosion de la signification chez le psychotique. Hein. Et du coup, parce que le dictionnaire n'est plus là. Le grand autre est exclu par le psychotique. Et donc, du coup, le grand autre agit quand même, mais malheureusement, il agit comme une espèce de ventriloque qui ferait parler le schizophrène, par exemple, si vous voulez. Le schizophrène a un discours qui n'est pas le sien, qui n'est pas vraiment le sien, qui est le discours de l'autre avec un A majuscule, et donc il est parlé. Il ne parle pas vraiment, il est parlé par un discours qui le parasite. On emploie ce terme-là, hein, parasite en psychiatrie, hein, le parasitisme délirant, qui est un gros handicap évidemment, hein, parce que vous sortez du cercle de ceux qui parlent, je dirais normalement entre guillemets, quoi, hein, qui ont une altérité à peu près construite, normale, standard, apaisante. Les psychotiques ne sont pas là-dedans du fait de l'exclusion de l'autre. C'est ce que fait Schreber. On a parlé longtemps dans ce séminaire, on a parlé de Schreber, parce qu'il est question surtout de lui. Hein, mais Schreber, il avait exclu l'autre complètement, et il avait sa syntaxe à lui, il avait son dictionnaire à lui. Et qu'est-ce qu'il avait mis à la place de l'autre avec un A, grand A, Schreber, il avait mis Dieu. Mais pas le Dieu de la foi. Hein. Tout à l'heure, Jean-Claude parlait de Saint Jean de la Croix, mais la foi de Saint Jean de la Croix était une foi chrétienne, vraie, voilà, très forte. Celle la croyance de Schreber en Dieu n'avait rien à voir avec cela. Ce n'était pas du tout une foi. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit aussi plusieurs fois, il se méfiait de Dieu, Freud. Et il disait souvent, Dieu ne comprend rien. Hein. Je l'avais raconté ça. Hein. Il prenait même des exemples très concrets. Il disait,
Dieu ne sait même pas comment marchent les locomotives et les machines à vapeur. Voilà, il ne sait même pas ça. Donc il est plutôt niais, quoi. Voilà, c'est un peu ce que disait. Il est loin, d'abord il disait qu'il était loin, très loin. Et il avait cette phrase, il disait une phrase presque biblique, hein, Schreiber, il disait « Je suis celui qui est loin ». Ce qui voulait dire je suis celui qui est loin de Dieu, quoi. Parce que pour lui, Dieu, c'était un concept très lointain qui murmurait son discours délirant à son oreille de manière un peu parasitante, gênante. Voilà. Mais ce n'était pas l'autre. Ce n'était pas l'autre, parce que l'autre, il l'avait exclu. Le dictionnaire, il l'avait exclu. Et donc, c'était un dictionnaire délirant qui prenait la place sous la forme de Dieu va pouvoir enfanter avec moi des enfants, puisque je vais devenir une femme, je vais pouvoir recréer cette humanité qui est complètement désolante, délétère, rabougrie, ratée. Je vais pouvoir la refaire avec Dieu, puisque je serai une femme et que Dieu, avec moi, je pourrais copuler, c'est comme ça qu'il disait, hein, je pourrais copuler avec Dieu et reconstruire l'humanité. C'était l'essentiel du discours schreberien, ça. Hein. Il parlait aussi des rayons du soleil, il parlait des oiseaux, il parlait de toutes choses comme ça, mais tout était. Le fond du problème pour Schreber, c'était quand même qu'il était fécondé. Fécondé par Dieu et par les rayons du soleil pour pouvoir régénérer l'humanité. C'était son propos à Schreber. Hein. Un propos délirant auquel il adhérait. Il adhérait très, très violemment, je pourrais dire, hein, très, très fortement. Sauf quand il avait des phases où il allait bien, mais dans ces phases aiguës, ces phases critiques, eh bien, et voilà, c'était ça, c'est son thème essentiel, c'était devenir femme et être fécondée par Dieu, mais par un Dieu qui n'était pas le Dieu de la foi du tout, qui était une espèce d'entité conceptuelle mal définie, au point, comme je vous l'ai dit, qu'il s'en méfiait grandement, et qui disait que Dieu pouvait être perfide. Il disait ça, hein, Dieu peut être perfide, il peut nous tromper, il peut nous tromper. C'est ce que disait ce pauvre Schreber dans son activité délirante. Alors, voilà, c'était Schreber. Et je poursuis un petit peu le fil du chapitre. Oui, alors il dit une phrase, page 252, 258, non, je crois, c'est 258 de l'édition Poche, qui n'est pas forcément facile à comprendre. Il dit le côté allusif du discours psychotique n'est pas en lui-même résolutif. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Le côté allusif du discours psychotique n'est pas en lui-même résolutif. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué une des rares vignettes cliniques de Lacan, qui est « Je viens de chez Charcutier ». Je vous l'ai expliqué, hein. Cette femme qui se croyait insultée, qui avait une hallucination auditive, et qui pensait qu'un homme de son palier lui disait « truie ». Et donc Lacan l'avait présenté à une de ses présentations de malades, etc. Et donc, elle ne pouvait pas dire ça. Son hallucination, elle ne pouvait pas la transmettre. Donc elle ne disait pas « on m'a dit truie ». Lacan a fini par lui extirper ça, mais il a eu beaucoup de mal. Hein. Il a fallu qu'il a travaillé au corps, si je puis dire. Elle disait simplement quelque chose d'allusif, justement. Elle faisait allusion à ça en disant « je viens de chez Charcutier ». Ce qui était une espèce de dérivation, si vous voulez, pour parler du cochon et de la truie. Elle disait « je viens de chez Charcutier hein ». Et Lacan était malin parce que Lacan lui avait répondu « vous voulez dire cochon ?» Elle a dit « oui, c'est ça ». Et alors c'est là qu'elle a pu dire « truie ». Ah bon? Quelqu'un vous a dit truie? Oui. Et à voix basse, elle disait « oui, un monsieur sur le palier m'insulte. Il me dit truie ». Et donc, ce que dit Lacan dans cette phrase, le côté allusif du discours psychotique n'est pas résolutif, le fait que cette femme ait pu dire « je viens de chez Charcutier », eh bien, ça ne l'a pas guéri, si vous voulez. Ça ne la guérissait pas. Parce que c'était allusif quand elle disait ça, c'était une allusion. Elle ne disait pas la vérité, elle ne disait pas « on m'a dit qu'on me traite de truie ». Non, elle disait « je viens de chez Charcutier ». C'était ça, c'était une allusion. Mais le fait qu'elle puisse produire cette allusion, ça ne pouvait pas résoudre son problème délirant. Et de même que Schreber pouvait dire que Dieu pouvait le féconder, c'était aussi allusif. C'était pas une réalité, bien entendu. C'était tout aussi hallucinatoire
c'était un Dieu halluciné, hein. Voilà. C'était en cette sorte-là que ce n'était pas un Dieu de la foi, c'était un Dieu halluciné chez Schreber. Et donc, le fait qu'il puisse dire de manière allusive, ce Dieu-là peut me tromper, par exemple, eh ben ça ne pouvait pas résoudre son problème. Ça pouvait aider à le comprendre un petit peu, hein. C'est ce que fait le travail de Lacan et c'est ce qu'avait fait le travail de Freud, mais sur la lecture du texte, les mémoires d'un névropathe. Mais ça ne résolvait pas le problème. Et puis alors après, page 259, il est pris un petit peu à partie, Lacan, là. Il est pris un petit peu à partie parce qu'on lui dit ceci. Heureusement, vous n'êtes pas tout seul dans la société psychanalytique. Ouais, c'est curieux, hein, on lui dit ça. Heureusement, c'est même presque, on lui a presque dit, heureusement que vous n'êtes pas tout seul dans la société psychanalytique. Parce qu'il y a aussi Françoise Dolto. Il y a aussi Françoise Dolto. Donc voilà. Alors Lacan, ça ne l'a pas spécialement embêté, mais il s'est expliqué. Il s'explique dans le chapitre. Il y a aussi Françoise Dolto. Françoise Dolto, je la connais assez bien, pas personnellement, mais elle est morte, mais je la connais assez bien pour l'avoir lue quand même presque en entier. Et elle m'est très utile dans ma pratique, je le dis comme ça. Elle n'est pas forcément utile à tout le monde, hein, je veux dire, il y a des gens qui peuvent la récuser, c'est pas du tout une honte. Mais pour moi, elle est très utile parce que justement, elle est justement, elle est concrète. Elle est concrète, et c'est le reproche que fait dans ce chapitre qui est fait à Lacan, c'est de ne pas être concret, d'être difficile à comprendre, d'être presque illisible. Vous vous souvenez de cette phrase de Lacan, hein, quand on lui disait mais monsieur, vous êtes illisible. Et il répondait, c'est normal, on ne me lit pas. Hein, voilà, c'était ça, il disait ça. Bon. Mais ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'il était lu, et peut-être encore plus maintenant qu'autrefois, puisque les gens allaient à son séminaire, mais dans les premiers temps, il n'était pas tellement lu. Surtout que les séminaires n'étaient pas parus. Donc on ne pouvait pas le lire, puisque les séminaires n'étaient pas parus. Ils sont parus plus tardivement, hein. Donc, alors oui, par rapport, je reviens à Dolto. Dolto, effectivement, Dolto, elle est, je dirais, dans la concrétude. Elle donne presque des recettes de soins, hein, des conduites à tenir. Voilà, le terme recette est un peu trivial quand même, mais des conduites à tenir pour les enfants. Et ma foi, c'est quand même très malin, hein, très subtil parfois, hein. Moi, je trouve personnellement que c'est vraiment très profond, très. Il y a un gros travail là-dedans, il y a une finesse d'appréhension des enfants qui est absolument exceptionnelle, quoi, hein, et qui, moi, m'aide beaucoup, encore aujourd'hui, hein, à soigner, tenter de soigner les enfants. Plus que d'autres spécialistes des enfants, beaucoup plus que Mélanie Klein. J'ai lu aussi pas mal Mélanie Klein, mais Mélanie Klein, c'est plus tourmenté, c'est plus complexe, c'est plus conceptuel, beaucoup plus conceptuel. Et la technique de Mélanie Klein, on ne peut pas l'appliquer. Elle faisait des interprétations qui étaient extrêmement brutales, très dures. Elle était sûre d'elle en même temps, hein. Elle était très intelligente, Mélanie Klein. C'était un esprit supérieur, Mélanie Klein, hein, très puissant, que Lacan admirait beaucoup, hein, aussi. Hein. Il admirait François Dolto, mais aussi beaucoup Mélanie Klein. Hein. Et donc, Mélanie Klein, non, je l'ai lu, ça m'intéresse beaucoup, etc., à titre théorique, mais appliquer la technique kleinienne, non, moi je ne peux pas. Il y en a qui le font, hein, il y en a qui le font, mais je sais, grand bien leur face, mais je ne sais pas comment ils font, parce que c'est du brutal, hein, c'est du brutal, on peut le dire. Donc, alors, Dolto, c'est ça, oui. On lui reproche ça, de pas être. On reproche à Lacan de pas être trop compréhensible, etc. Mais il dit ceci. Il répond ceci, page 259. Mon discours suscite une certaine marge de malentendu. Malentendu. Mon discours suscite une certaine marge de malentendu. Voilà le terme clé. Mais ce malentendu, Lacan, il le revendique. Il le revendique, ce malentendu. Il ne dit pas, c'est embêtant, il y a trop de malentendus dans mon discours, etc. Non, mon discours suscite une certaine dose de malentendus. Sous-entendu, je le revendique. C'est comme ça que je veux mon discours. Alors, il poursuit en disant, si le discours doit être jugé sur les principes qu'il produit,
c'est-à-dire sur la pratique. Si mon discours doit être jugé sur les principes qu'il produit, entre parenthèses, c'est moi qui le dis, entre parenthèses, sur la pratique, c'est de façon délibérée que je poursuis ce discours de façon telle que je vous offre l'occasion de ne pas tout à fait le comprendre. Vous voyez? Ça, c'est Lacan. De ne pas tout à fait le comprendre, et il s'explique encore après. Alors moi j'ai mis entre parenthèses, comme ça vous ne pouvez pas l'appliquer à la lettre, hein, parce que Lacan ne donnait pas de recette de soins, jamais. Il ne donnait pas de technique de soins, voilà, proprement dit. Il ne donnait pas de conduite à tenir. Cela laisse toujours, et il poursuit en disant, cela laisse toujours la porte ouverte à une rectification progressive, toujours ouverte à une révision de ce qui est dit, à une révision de ce qui est dit. C'est-à-dire qu'il voulait que son discours ne soit pas stable, il voulait que son discours ne soit pas stable, de manière à ce que les gens puissent tout le temps réfléchir et se dire, ce n'est peut-être pas exactement ça, donc il faut que je réfléchisse à ce que ça pourrait être vraiment. Ce n'est pas exactement ça. Et donc le malentendu, lacanien, il est voulu. Et son style et la manière dont il dispense son discours, c'est voulu. C'est comme ça. Hein. Il ne voulait pas, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il ne souhaitait pas être publié. Hein. Lacan, à l'envers de tous les gens qui écrivent, ne voulait pas être publié, ce qui est quand même assez extraordinaire. Hein. Il ne le voulait vraiment pas. Hein. Il dit, je ne veux pas être publié. Tout le monde lui disait, il faut être publié, il faut que vous soyez publié, vous avez une œuvre très importante. Non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'il disait justement ça. Si il était publié, son discours devenait stable. Hein, son discours devenait établi. C'était une sorte d'establishment conceptuel, embourgeoisé. Il disait, on va en faire une espèce de dictionnaire à tout faire, et ça, je n'en veux pas. Et ça serait, il avait ce terme, il a dit, ça serait pas une publication, ça serait une poubellication. Une poubellication. Voilà, donc il n'en voulait pas. Il a fini par céder à son gendre à la fin de sa vie, il était vieux, il avait 78, 79 ans, il en avait marre, il était fatigué. Son gendre l'avait tellement tarabiscoté qu'il avait fini par céder à la publication, mais ça lui plaisait pas. L'idée que ces séminaires sortent en livre, ça... S'il voyait que tous les séminaires maintenant, presque tous, pas tous sont parus, mais enfin la plus grande part quand même, je suis pas sûr que ça lui ferait un grand plaisir. Il en tirerait peut-être une certaine fierté, mais pas, bon, peut-être même pas. Peut-être même pas parce qu'il n'était pas du tout ouvert à ça. Alors, il pose la question, qu'est-ce que le champ analytique? Oui, bon, ça c'est une grande vaste question, hein, parce que il va évoquer la question du préconscient. Alors, Lacan évoque le préconscient, le discours de la signification affective de l'imaginaire a été exploré, mais il est insondable. Et il poursuit en disant, c'est ça qui est important, si l'analyse a permis de mettre au jour le problème des origines, voire même de l'essence de la vie, c'est certainement des biologistes et des étiologistes qu'il faut espérer des progrès. Étonnant de la part de Lacan, hein. Étonnant cette phrase, hein. C'est page 262, hein, dans le poche. Je vous relis la phrase. Et ce qui est étrange, c'est que Freud a dit pratiquement la même chose. Et je vous lirai le passage où Freud dit pratiquement la même chose que Lacan. Si l'analyse a permis de mettre au jour le problème des origines, voire même de l'essence de la vie, c'est certainement des biologistes et des étiologistes qu'il faut espérer des progrès. Ah, ça nous cloue le bec quand même, hein. Ça veut dire, toute ma théorie analytique, etc., elle nous fait progresser, on l'utilise, c'est par elle et c'est avec elle que l'on soigne, mais il y a un terme à ça. Ça n'aboutit pas complètement. Il y a des échecs, comme le disait Freud d'ailleurs aussi, hein. Il y a beaucoup d'échecs. Ça ne marche pas toujours, etc. Et on n'en voit pas le bout. Alors que peut-être les biologistes, les étiologistes, en gros, les médecins peut-être, arriveront eux plus loin. Pardon, entre autres, la génétique. Il n'a pas nommé, mais bon, elle est sous-entendue là-dedans. Hein, elle est sous-entendue là-dedans, puisqu'il parle de la biologie. Il faut espérer des progrès. Et je vais vous lire la phrase de Freud. Freud a dit ça à la fin de sa vie, dans un livre qui s'appelle Abrégé de psychanalyse. On appelle ça le testament de Freud, parce qu'il a écrit ça en 1938, c'est-à-dire une année avant sa mort. Et il n'a pas eu le temps de le finir.
Hein. C'est un livre qui n'est pas terminé, Abrégé de psychanalyse. Je l'ai dit déjà 100 fois ça dans le cadre du séminaire, s'il y a 2 livres de Freud que vous devez acheter, c'est le premier et le dernier. Celui-là, l'abrégé de psychanalyse, et le premier qui s'appelle la technique psychanalytique. Si vous achetez ces 2 petits livres, c'est des petits livres ça, hein, vous voyez, c'est pas loin à lire, c'est facile à lire, c'est extrêmement malin, très fin, ça donne beaucoup de conseils, très judicieux pour les gens qui veulent soigner, les patients malades mentaux. Et la technique psychanalytique, eh bien, c'est le premier, ça c'est le dernier, c'est son testament, ça, voilà. Et dans ces 2 livres, il y a beaucoup de, j'allais dire des recettes, non, mais de conduites à tenir. Comment faites-vous dans telle circonstance, etc. Eh bien, Freud donne. Alors, et puis alors, il parle justement de ça. Il parle de ce qui pourra arriver un petit peu dans l'avenir. Vous allez voir que ce qu'il dit, c'est très proche de ce que vient de dire ce que je vous ai dit de Lacan là, à l'instant. En ce qui nous concerne, la thérapeutique ne nous intéresse ici que dans la mesure où elle se sert de méthodes psychologiques, et pour le moment, elle n'en a pas d'autres. Il dit bien pour le moment. Hein. Pour le moment, il n'en a pas d'autres. On est obligé de se servir de la méthode psychologique. Il dit ça presque à regret. Hein. On est bien obligé puisqu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Il se peut que l'avenir nous apprenne à agir directement à l'aide de certaines substances chimiques sur les quantités d'énergie et leur répartition dans l'appareil psychique. Peut-être découvrirons-nous d'autres possibilités thérapeutiques encore insoupçonnées. Vous voyez, il dit exactement la même chose que Lacan. Hein, il dit exactement que c'est sans doute avec des médicaments. D'ailleurs, dans une autre page que je n'ai pas retrouvée, mais c'est dans le même bouquin, il parle des médicaments. Il dit, c'est pas impossible. Freud dit ça, hein. C'est pas impossible qu'un jour on n'ait plus besoin de la psychanalyse parce qu'il y aura des médicaments qui guériront toutes les maladies mentales. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, bien entendu. Mais il y a quand même des gros progrès, hein, des considérables progrès. Mais c'est vrai que toutes les maladies mentales ne sont pas guéries quand même. Mais quand même, là, cette espèce de prophétie, elle s'accomplit partiellement actuellement quand même. Il y a des progrès du côté considérable, du côté de la biologie, de la génétique, etc. Ça, on ne peut pas le nier. Mais Freud et Lacan le disent de manière très claire, tous les deux. Donc on peut pas les brûler comme des sorcières en disant c'était des gens enfermés à tout, qui n'étaient que enfermés dans leur chapelle psychanalytique, et ça, c'est pas vrai du tout. Hein. Pas vrai du tout. Pas vrai du tout. Lacan était, d'ailleurs, je vous rappelle que Lacan était neurologue. Hein. Il n'était pas psychiatre, il était neurologue. Hein. Après, il est devenu psychanalyste par sa fonction, par sa pratique. Mais il était neurologue au départ. C'était un médecin. Hein. Donc voilà, il avait quelques notions quand même de ce côté-là. Alors, oui, c'est ça, voilà. Et après, il conforte un peu ce que je viens de vous dire. Il dit, la psychanalyse n'a pas épuisé le sujet. Voilà. Hein. Et c'est là qu'il dit l'école américaine a donné une prévalence démesurée à l'ego dont je vous ai parlé dans le schéma grand L, le moi. L'école américaine a donné une prévalence exagérée au moi, comme si le moi était autonome, si vous voulez, quoi. Hein, alors que le moi n'est pas autonome. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes complètement autonome, sauf si vous croyez que vous êtes vous. Si nous croyons que nous sommes complètement autonomes. Mais comme c'est pas possible, nous ne sommes pas véritablement autonomes. Et nous ne le sommes jamais. Et alors, il dit ceci. Et là, il fait une espèce de petite métaphore mathématique qui est assez amusante quand même, assez finaude. Il dit, il y a un mirage entre A et A'. Ben oui, hein, entre A et A', je vous ai dit que ça oscillait sans arrêt, hein, ça oscille sans arrêt là. C'est une espèce de va-et-vient continu entre l'autre de l'altérité, le voisin, et puis ce que nous pensons être notre personnalité. Ça navigue sans cesse. Chaque fois que nous parlons avec quelqu'un, ne serait-ce que quand vous parlez avec quelqu'un, vous faites naviguer votre moi entre cet autre et vous-même. Ne serait-ce qu'en le dialogue, dans la dialectique avec l'autre, eh bien c'est ce que vous faites, hein, comme manœuvre, continuellement. Et c'est un mirage, effectivement, parce que ça ne se fixe pas. Ça ne se fixe pas, ça ne se pose pas, ça ne s'établit pas. Et donc, à ce titre-là, c'est une forme de mirage. Alors, cela induit un certain mirage qui ressemble à celui d'un mathématicien que nous supposons idéal, qui ayant découvert l'existence des grandeurs négatives, se mettrait à diviser indéfiniment une grandeur positive, espérant franchir au bout la ligne du zéro et entrer dans le domaine rêvé. Oui, voilà. Alors,
c'est pas tellement compliqué à comprendre ça, hein. Sa métaphore, c'est effectivement qu'on pourrait prendre un chiffre, n'importe lequel, 2,7 ou 2, simplement 2, et on dit on va le diviser par 2, et on va encore diviser par 2, et par 2, on va arriver à la fin à des valeurs infimes, infinitésimales, si vous voulez, quoi, minuscules. Et puis, dans une espèce de désespoir ou dans un espoir ciblé, au bout de la ligne, on pourrait arriver à penser que on serait dans le domaine du rêve, puisqu'il n'y aurait plus rien, quoi. Qu'à force de diviser, il n'y aurait plus rien. Vous voyez ce que je veux dire, hein? À force d'émietter, à force d'essorer la serpillière mathématique de la division, eh ben, il n'y aurait plus une goutte d'eau et il n'y aurait plus de matière du côté des nombres entiers ou des nombres décimaux. Il n'y aurait plus aucune matière, plus aucun matériau, il n'y aurait plus de substance, si vous voulez, quoi, hein. On arriverait dans le domaine du rêve, à force de diviser un nombre indéfiniment comme ça. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas puisque si on divise un nombre, il y a toujours, aussi loin que vous puissiez aller dans la division d'un nombre, parce que vous voulez, hein, vous pouvez diviser par 2 ou par 100 milliards, peu importe, ça n'a pas d'importance, vous arriverez toujours à un autre nombre, aussi petit, aussi infime soit-il. Et donc, vous n'atteindrez pas le rêve. Vous n'atteindrez pas le rêve. C'est pas possible, hein. Autrement dit, ce que voulait dire Lacan par là, c'est qu'on ne peut pas atteindre complètement l'inconscient. Le sujet ne peut pas atteindre complètement son inconscient, pas en totalité en tout cas, pas en totalité, même s'il est en thérapie, en psychanalytique, il n'atteindra jamais la totalité, il ne connaîtra jamais, il ne va pas dévoiler, ou son inconscient ne va pas se dévoiler plutôt à lui, de manière, dans son entièreté. Non, ça ne va pas être possible. Il restera toujours un reste. Voilà, c'est ce que Lacan disait, il appelait ça comme ça. Il y aura toujours un reste que vous n'attraperez pas. N'attraperez pas. Et ce reste, il l'avait nommé, d'ailleurs, il appelait ça l'objet petit a. Il appelait ça l'objet petit a, je ne sais plus si j'en ai parlé déjà cette année ou pas, mais peu importe, mais il appelait ça l'objet petit a, ce reste-là. Ce qu'on ne peut pas, si vous voulez, c'est, pour le mathématicien, l'objet petit a, eh ben, c'est le bout du bout du bout qu'il n'atteint pas. Il a beau diviser, il n'atteint pas à ce qu'il ne reste plus de nombre, il reste toujours un nombre. Et donc, il va appeler ce terme, le terme que le mathématicien n'atteint pas, il peut l'appeler l'objet petit a. Et cet objet petit a, il est essentiel pour Lacan parce que justement, comme il est le reste, il manque. Il manque. Et du fait qu'il manque, ça a une fonction extrêmement importante. Du fait qu'il manque, ben ça induit quoi? Ça induit votre désir. Et le fait de désirer, ça vous fait quoi? Ça vous fait être. C'est tout de même important, ça, vous voyez, hein? C'est tout de même important, ça. L'objet petit a, c'est le reste, c'est le manque. Le manque induit le désir, et le désir induit l'être. Et donc, il faut que nous manquions. Il faut que nous manquions. Le manque ne doit jamais manquer, disait Lacan, hein? Le manque ne doit jamais manquer. Parce que s'il vient à manquer, eh ben, nous n'allons pas bien. Nous sommes mélancoliques. Voilà. Nous sommes dans la pathologie mélancolique telle qu'on l'a décrit dans la psychiatrie, hein, c'est-à-dire dans une pathologie dépressive extrême où on ne souhaite plus qu'une chose, la fin de soi-même, ce qui est quand même pas terrible, hein. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à domaine du rêve. Qu'est-ce que j'avais d'autre important à vous dire? Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je regarde un petit peu. Le symptôme est structuré comme un langage, mais ça on l'a déjà dit. Oui, il parle de la trace. Il parle de la trace. Bon, c'est pas très compliqué ça non plus. Quand vous êtes sujet, et je ne doute pas que vous le soyez, hein, vous êtes sujet de vous-même, et assez bien coordonné avec vous-même parce que vous n'êtes pas psychotique. Voilà. Vous avez affaire à des objets. Vous avez affaire disons, à un objet, par exemple. On extrait un objet, mais supposez que cet objet s'en aille. Cet objet exit, il s'en va. Ce qui est tout à fait possible, hein. Tout à fait possible. Vous pouvez détenir quelque chose, et puis après, vous ne le détenez plus, vous ne l'avez plus, hein. Alors, on va donner un exemple métaphorique un peu
un peu facile, mais assez éclairant. Lorsque vous marchez, lorsque vous faites des pas, eh bien, à un moment donné, votre pied, il est ici, et donc là, vous faites une trace. Et quand vous vous déplacez ici, alors l'objet ici, c'est vous, d'une certaine façon, plus la trace. Sujet plus la trace, c'est d'une certaine façon l'objet, ici. Mais quand vous vous déplacez ici, et quand vous vous déplacez là, quand vous vous déplacez là, et que vous arrivez là, par exemple, eh bien ici, vous n'y êtes plus. Ici, vous n'y êtes plus, mais il y a toujours la trace. La trace est toujours là, mais vous n'y êtes plus. Vous êtes. Donc, le sujet, il a son objet, c'est ce que j'ai écrit déjà tout à l'heure, enfin bon, j'aurais écrit, il a son objet et il a sa trace. Et si l'objet s'en va, il reste la trace. Il reste la trace. Et ça, c'est important parce que Lacan, ce qu'il dit dans ce chapitre-là, c'est que la trace persiste même si vous n'êtes pas là. Même si vous n'êtes pas là. Si vous, en tant qu'objet qui avez créé la trace de pas, par exemple, vous quittez la trace de ce pas pour en faire d'autres plus loin, eh bien votre trace subsiste. Hein. Et donc, l'objet est parti, mais la trace est là. Et donc, ce qu'il veut dire, c'est que la trace existe même si vous n'êtes plus là. Voilà, la trace n'a pas besoin de vous pour exister. Une trace n'a pas besoin du sujet pour exister. Ah, ça paraît comme ça un peu simplet, hein, mais ça peut nous amener dans des abîmes de réflexion, hein, cette histoire-là. Hein. Et on peut prendre l'exemple, si vous voulez, qu'on prend couramment, le plus usité, c'est les hiéroglyphes dans le désert. Les hiéroglyphes, ils ont une certaine signification qui a été déchiffrée et décryptée par Champollion. Voilà. Eh bien, les hiéroglyphes, quand ils sont seuls dans le désert et qu'il n'y a personne pour les regarder, ils sont là à l'état de trace, par rapport à ceux qu'ils ont écrits, mais il n'y a plus de sujet. Il n'y a plus de sujet, vous n'y êtes pas. Et pourtant, ils existent, même en votre absence. Ils existent en absence. En absence, ils existent. Hein. Donc c'est important parce que quand on fait une thérapie, eh bien, on n'est pas obligé de s'en tenir aux objets immédiats du sujet. Voilà, c'est un petit peu ça la trame de cette histoire. Hein. Aux objets qui nous sont donnés comme ça, de manière immédiate, facile à prendre, facile à capter, etc. Il y a aussi la question des traces, et notamment, on pourrait appeler trace un traumatisme, un trauma qui a eu lieu dans la petite enfance, par exemple, hein, un trauma sexuel, par exemple, très fréquent, qui a eu lieu dans la petite enfance, mais le sujet n'est plus dans la petite enfance, il n'est plus. Donc le trauma, il est là à titre de trace, et la personne qui a été l'agresseur, éventuellement, n'est plus là non plus, éventuellement, n'est plus là. Et donc tout ça est à l'état de trace, n'empêche que ça a quand même un impact considérable, et que la trace a un impact que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là. Hein. Et que l'objet ait disparu ou pas, la trace fait son effet, si je puis dire. Quoi. Longtemps après. Chez les gens qui ont agressé sexuellement, la trace peut faire effet 40 ans, 50 ans après encore, hein, et être handicapante, provoquant du malaise, de la douleur, de la souffrance, de la dépression, de l'angoisse, tout ce que vous voulez, très à distance de acte, de l'acte lui-même. Et puis, je regarde s'il y avait des choses très importantes. Non, parce qu'après ça. Alors, il dit ceci. Oui, il dit ceci. Page 200, je sais, 266, je crois, quelque chose comme ça. Oui, page 266. L'autre de la parole, en tant que le sujet s'y reconnaît et s'y fait reconnaître, c'est l'élément déterminant dans une névrose et non la perturbation de la relation orale, anale, génitale. Alors, oui, c'est-à-dire que Lacan accorde une importance considérable à l'autre, au dictionnaire, si vous voulez, dans la genèse des névroses, beaucoup plus que le problème des stades.
C'est ça qu'il veut dire, hein, pour être simple. Vous savez, le stade anal, oral, génital, etc., vous avez appris ça. Ceux qui sont en psycho, et même les autres connaissent ça. Hein. Voilà, ça apparaît à certains âges, hein, l'oral, génital, tout ça, ça se développe dans le temps. Voilà. Et il est d'usage de dire que les névroses sont des fixations à un certain stade du développement de l'enfant. Que ça peut être une fixation au stade oral, que ça peut être une fixation au stade anal, voilà, au stade génital, tout ce que vous voulez. Eh bien, Lacan dit, il dit pas non, il dit pas que c'est pas vrai, mais il dit ça n'est pas suffisant, ça n'est pas ça le plus important. Et d'une certaine façon, il renvoie la balle à Françoise Dolto là, hein, d'une certaine façon, parce que elle, Françoise Dolto, apportait une importance considérable au stade oral, génital, etc., anal. Elle se servait de ces, si vous voulez, de ces repères-là, hein, pour ses thérapies, Françoise Dolto. Pas Jacques Lacan. Pas Jacques Lacan. Pour lui, tout était du côté de la préhension de que l'on a de l'autre. La préhension que l'on peut avoir de notre dictionnaire, que nous ne pouvons pas maîtriser, que nous ne pouvons pas capter dans son entier. Et c'est cela qui nous angoisse. C'est cela qui crée chez nous des inquiétudes, parce qu'on se demande, et ça peut vous paraître bizarre, mais on peut se demander ce que l'autre nous veut. Hein, et c'était un peu ce qu'a fait Schreber au début, hein, quand il se demandait qu'est-ce que Dieu me veut. Hein. Après, il a fini par monter tout un mécanisme de copulation et tout ce que vous voulez, mais au départ, il a eu cette angoisse avant de tomber complètement dans le délire, de se demander ce que Dieu lui voulait. Eh bien, c'était exactement ce que dit Lacan, quoi. Il se demandait ce que l'autre, avec un A majuscule, pouvait lui vouloir. Hein. Et on peut légitimement se le demander. Hein. Quand on regarde, j'ai toujours pris dans le séminaire l'exemple des murs. Je dis, je regarde ce mur ici. Bon, il est en pierre, il a une certaine minéralité. Et cette minéralité, elle a un caractère éternel. C'est-à-dire que la minéralité en elle-même, les grains, si vous voulez, de sable qui sont dans ce mur, eh bien, ils étaient là des millions d'années avant que vous arriviez, peut-être des milliards même, et ils seront peut-être encore là, si la Terre n'est pas détruite, et même si elle est détruite, des milliards d'années après que vous soyez partis. Et donc, du coup, vous voyez bien que cet autre-là, parce que ça c'est l'autre d'une certaine façon, hein, prétendre que l'on maîtrise l'autre, ça serait prétendre que l'on maîtrise ce qui est arrivé 1 milliard d'années avant nous et 1 milliard d'années après nous, et que donc, du coup, on maîtriserait l'autre et on ne pourrait pas être inquiet. Et bien, du fait que vous sachiez que le mur va vous subsister, qu'après vous, il va encore durer des milliards d'années, vous pouvez à certains moments le regarder un peu perplexe en vous disant c'est bizarre ce truc qui va être là, j'allais dire vivre, c'est un peu un lapsus, hein, mais qui va être quand même des milliards d'années après que je sois parti, moi. C'est bizarre, ce truc quand même, hein. C'est étrange, ça questionne. Et on peut aller plus loin, et c'est ce que Lacan dit, le désir du sujet, c'est le désir de l'autre. Et quand Lacan disait le désir du sujet, c'est le désir de l'autre, il écrivait autre avec un A majuscule. C'est-à-dire, on se demande ce que ça nous veut, que l'univers. Si on se détache du mur, parce que le mur, c'est un peu trivial quand même, mais prenons l'univers. On peut se demander ce que l'univers stellaire, par exemple, est transstellaire, l'univers en expansion, s'il est vraiment en expansion, eh bien, nous veut. Qu'est-ce que ça nous veut, ce truc-là, qui nous subsiste, qui va nous subsister? On peut bien vivre 90 ans, 100 ans, 110 ans, ça n'est rien du tout, ça n'est rien du tout, c'est une poussière de temps par rapport à l'autre, par rapport à l'univers, si vous voulez, par rapport à l'autre de l'univers, on peut l'appeler comme ça, Lacan l'appelait comme ça, il disait parfois l'autre de l'univers. Hein. Et donc du coup, on peut être assez angoissé par ce questionnement qui pourrait venir de l'autre, qu'est-ce que l'autre nous veut? Qu'est-ce que l'autre nous veut? Qu'est-ce que l'univers de l'autre nous veut? Ça peut nous angoisser au point que ça peut générer des névroses. Voilà, hein, je simplifie beaucoup le discours lacanien, mais volontairement, pour que vous compreniez la différence hein, qu'il y a entre Françoise Dolto qui disait « les choses se fixent névrotiquement au stade oral, génital, anal », et Lacan qui dit « non, les choses ne se fixent pas là, elles se fixent dans le questionnement
que nous pose le désir de l'univers vers nous. Qu'est-ce que nous veut l'univers? Voilà, qu'est-ce que nous veut l'univers? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je n'en sais strictement rien. Et j'ai la même angoisse que vous, la même inquiétude que vous par rapport à ça. Hein. Et donc, à partir du moment où on a un certain niveau d'angoisse par rapport à ce questionnement-là, eh bien, on peut développer des symptômes névrotiques. Ça n'a rien d'extraordinaire. Ils ne sont pas forcément catastrophiques. Ça ne veut pas dire qu'on va développer des névroses gravissimes en se posant ce questionnement-là. Non. Mais on peut développer des névroses relativement graves du fait de ce questionnement. Après, les deux théories, si vous voulez, ne sont pas antagonistes. La pratique de Françoise Dolto et la pratique de Lacan ne s'opposent pas. Elles ne se fixent pas aux mêmes endroits tout à fait, mais elles ne s'opposent pas. D'ailleurs, je vous le dis pour l'anecdote, Françoise Dolto et Lacan étaient très amis, très très proches l'un de l'autre. Hein. C'était même la plus grande amie de Lacan, c'était Françoise Dolto. Ils se voyaient très souvent, ils parlaient extrêmement souvent ensemble, et ils avaient une très grande admiration l'un pour l'autre. Presque une sorte d'amour, hein, l'un pour l'autre quand même. Hein. C'était très fortement transférentiel entre deux. Ils s'admiraient, oui, vraiment, authentiquement, l'un l'autre. Et après, bon, Lacan développe une très longue vignette clinique qui n'est pas de lui, qui est d'un psychologue qui s'appelle Hassler. Il commence ça, je crois, je sais plus quelle page 266, ouais, ou 67, dans le poche. Il parle d'un homme, je résume ça en 3 mots parce que c'est pas forcément palpitant. Il parle d'un homme qui a été conducteur, un Hongrois de Budapest, qui est né avant-guerre, enfin avant la Première Guerre mondiale, je veux dire, au 19e, vers 1880 et quelques, et qui est mort après la guerre 14, et qui était conducteur de tramway à Budapest. Voilà, et qui a eu un accident, qui est tombé de son tramway, qui a chuté de son tramway, et qui s'est fait très mal. Il s'est fait très mal, et donc il a eu des tas d'examens. Il a été hospitalisé aussitôt, voilà. Et puis il a eu tous les examens possibles de l'époque, hein, parce que c'était en 1919, donc c'était pas les examens de maintenant. Enfin, il a eu les examens de l'époque quand même, il a été exploré de toutes les façons, etc. Et on lui disait, mais vous n'avez rien. Vous n'avez rien du tout. Il y a rien d'objectif, si vous voulez, dans votre douleur. On n'objective rien. Vous n'avez pas de fracture, vous n'avez pas de déplacement, vous n'avez pas de déchirure, vous n'avez pas rien, quoi. Vous n'avez pas de trauma physique objectivable. Mais le problème, c'est que bien qu'on lui ait dit ça, il a continué à souffrir énormément et à avoir des crises à répétition. Des crises si violentes qu'il en faisait des malaises et il perdait connaissance. Donc tous les médecins perdaient leur latin, quoi, hein, devant ce patient qui n'avait rien objectivement parlant, médicalement parlant, mais qui pour autant crisait, si je puis dire, de manière répétitive et de manière extrêmement intense et très handicapante pour lui, avec des souffrances extrêmes. Donc il avait commencé une thérapie, enfin non, il avait entrepris une thérapie de type analytique avec un psychologue nommé Hassler, qui n'est pas le plus connu de la Terre. Hein. Moi, personnellement, je ne le connais pas. Hein. Maintenant, je le connais un tout petit peu comme ça, de nom, mais je n'avais jamais entendu parler d'Hassler, qui était un psychologue hongrois aussi, et qui l'a psychanalysé à l'époque de la Révolution hongroise. Vous savez, il y a eu une révolution en Hongrie à une époque, en 1919, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Il y a eu une révolution bolchevique en Hongrie où le modèle communiste russe a tenté de s'importer plutôt au niveau de la Bulgarie. Qu'est-ce que je raconte? De Budapest, quoi. Enfin, à Budapest, de s'installer à Budapest par l'intermédiaire d'un monsieur dont j'ai oublié le nom. Et ça a été ce qu'on appelait la terreur rouge hein, en Hongrie parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 6 mois, je crois, un truc comme ça à peine. La terreur rouge, la révolution hongroise, qu'on a appelé la révolution hongroise. Et après, il y a eu une contre-révolution, mais qui a été pire encore. On a appelé la terreur blanche parce qu'il y a eu encore plus de morts avec la terreur blanche qu'avec la terreur rouge à Budapest. Mais enfin bon, ça, c'est pour dire, c'est le contexte, quoi. C'est le contexte de l'époque.
Donc, alors ce que dit Lacan, c'est que Hassler, le psychanalyste, va s'intéresser aux aspects régressifs du sujet, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser au stade, voilà, il va s'intéresser au caractère anal du sujet, au caractère génital, etc. Et voilà, et il va, pendant la psychanalyse, il va se passer un incident. Alors c'est assez bizarre, c'est un peu tiré par les cheveux, mais enfin bon, c'est comme ça que c'est relaté. Pendant une des séances, tout d'un coup, le sujet s'assoit sur le divan, et puis il se relève brutalement, et puis d'un coup, il retombe sur le ventre avec les jambes pendantes et écartées. Alors, tournant le dos à son psychanalyste. Alors, son psychanalyste ne manque pas, évidemment, ne manque pas de l'interpréter comme un geste, une gestuelle homosexuelle. Il aurait voulu être sodomisé par son psychanalyste, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, il fait appel, eh bien, à la fixation régressive, anale, des stades classiques, pour dire cela, quoi. Alors Lacan, lui, ça lui va pas. Ça lui va pas. Il dit non, il y a une chose qui a échappé à ce thérapeute, c'est que ce patient, il a eu des radiothérapies. On avait beau être dans les années 14-18, par là, un peu après, il y avait déjà des rayons X, hein, il y avait déjà Marie Curie était déjà passée par là, il y avait déjà des machines à rayons pour faire des radios. Et il avait eu des radios qui avaient montré qu'il n'y avait pas de fracture. Voilà. Encore que les radios de l'époque ne devaient pas être une grande finesse. Hein. Enfin bon, il y en avait quand même, c'était déjà quelque chose de... C'était des radioscopies à l'époque. Pardon? C'était des radioscopies, il n'y avait pas de clichés. Oui, tout à fait, tout à fait. C'était en visio. En visio. Il y a même eu, alors plus tard, en 37, 38, Marie Curie s'est quand même déplacée à Londres pour traiter le cancer de Freud avec une thérapie, une radiothérapie de l'époque. Hein. C'était pas très subtil, hein. Donc ça l'a pas arrangé du tout. Mais c'était le début, hein. C'était le début de la radiothérapie quand même. Hein. Alors c'était peut-être pas le premier qu'elle ait traité, Marie Curie. Non, c'était pas du tout le premier. Elle en avait traité bien avant. Comme ça, mais c'était assez grossier à l'époque. Elle bombardait comme elle pouvait, quoi. Hein. De manière assez, ça partait dans tous les sens, quoi. Et donc, ce que dit Lacan, oui, je parle de la radiothérapie parce que, non, pas la radiothérapie, des radios tout simplement, et de la radiologie, comme dit Jean-Claude, parce que, eh ben, c'est ce que retient Lacan. Il dit en fait, ce qui a traumatisé cet homme, c'est les radios. C'est les radios. Alors, on peut adhérer à ça ou pas adhérer, hein, ça c'est comme vous voulez. Vous faites votre choix. Parce que, si vous voulez, il fait un peu une sorte de métaphore des rayons de... Vous savez, les rayons du soleil transperçaient Schreber. Il le disait, hein. Les rayons du soleil me transpercent et me fécondent. Schreber disait ça, hein, carrément. Hein. Me transperce et me féconde. Donc, il y avait une forme de copulation avec les rayons solaires. Et bien là, Lacan reprend un petit peu ça, en disant que, d'une certaine façon, ce patient hongrois se mettait en situation homosexuelle pour être fécondé par les rayons. Pas les rayons, mais non pas du soleil, par les rayons X, par les rayons de la radio de l'époque. Et que c'est ça qui lui a donné des fantasmes, dit Lacan, des fantasmes angoissés de grossesse notamment, de grossesse. Et alors là, il fait un rapprochement avec un cas de Freud qui s'appelle la jeune homosexuelle, dont je vous ai peut-être parlé, je ne sais plus. C'est une jeune fille, bon, qui fait une tentative de suicide parce qu'elle a une grosse déception amoureuse. Elle est homosexuelle, justement. Elle a une grosse déception amoureuse du côté de sa compagne qui est une prostituée, qui la trompe, qui la quitte à un moment donné, et elle se jette sur les rails du tramway à Vienne. Hein. C'est une jeune fille de la bourgeoisie bien née de Vienne. Elle se jette sur les rails du tramway. Elle n'est pas véritablement gravement blessée, hein, juste un peu contusionnée, c'est tout. Hein. Et Freud avait dit à l'époque, eh bien, chez cette jeune fille, elle est tombée par terre, elle est tombée dans le bas, et il employait le mot niederkommen, je crois, un truc comme ça, qui veut dire mettre bas, mettre à bas. Et il disait, c'était chez elle l'équivalent d'un accouchement, que de tomber comme ça, l'équivalent involontaire d'un accouchement, de son désir d'enfant qu'elle avait eu de son père. Ça, c'est l'interprétation freudienne. On n'y adhère pas.
mais c'est ce qu'il écrit sur la jeune homosexuelle, qui n'est pas dans l'étude sur l'hystérie, je vous le signale comme ça. C'est un cas intéressant quand même à lire, même sur le plan littéraire, il est tout à fait intéressant, la jeune homosexuelle. Si vous avez l'occasion de le lire, faites-le. Et donc Lacan reprend ça, et il dit, dans le fond, quand il a fait cette espèce de chute du tramway, le patient hongrois, eh bien, c'était aussi une forme d'accouchement fantasmatique. D'accouchement fantasmatique, voilà, qu'il n'a pas eu, qu'il aurait bien voulu avoir, en étant homosexuel ou hétérosexuel, peu importe, en copulant en tout cas, et notamment avec son thérapeute. Voilà, donc voilà, il a eu ce fantasme-là. Et voilà, et donc je m'étends pas plus sur ça parce que c'est pas la peine. Et après, il parle du complexe d'Oedipe, donc je vous en parle pas aujourd'hui, puisque j'en parlerai plus longuement à une bibliothèque pour la psychanalyse que vous a présenté Simon Boudard tout à l'heure. Donc je vais arrêter là parce qu'il faut que je distribue les attestations, et comme on est presque à la demie, je ne veux pas rendre l'amphithéâtre en retard. Donc si vous voulez, ceux qui veulent une attestation pour 2023-2024 peuvent venir la chercher.